Bonjour à chacune et à chacun, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, l'équipe de Tous Frères vous propose une émission sur la religion protestante avec le verbe s'impliquer. Dans l'Église protestante unie de France, savez-vous qu'un pasteur sur 3 est une femme? Coup de projecteur donc sur ces femmes qui n'hésitent pas à s'impliquer pour le bien des autres et de la société. D'ailleurs, le pape François le dit, je suis convaincu de l'urgence d'offrir des espaces aux femmes dans la vie de l'Église. L'Église protestante de la Réunion nous invite à découvrir ces femmes engagées, à l'exemple de Dany, Anitra, Salomé ou encore Jocelyne. Elles n'hésitent pas à s'impliquer dans la vie de l'Église et dans la société, des témoins d'aujourd'hui qui, grâce à leurs actions, impactent la jeune génération. Ensuite, rencontre avec Naomi, 32 ans. Elle est aumônière en Guadeloupe et a su trouver sa place au service de Dieu et de son prochain. Pour l'aider, elle peut compter sur l'expérience d'Élie-Anne, aumônière également, avec qui elle apprend beaucoup. Dans la chronique cette semaine, nous allons découvrir la vie de Mère Marie-Madeleine de la Croix, qui a œuvré pendant la période de l'esclavage, une pionnière du vivre ensemble à La Réunion. S'impliquer à l'exemple d'Elisabeth Schmitt, première femme pasteur de l'Église protestante réformée de France. Elle a milité toute sa vie pour le droit des femmes dans l'Église. Je laisse Luciano vous raconter son histoire. S'impliquer, comme l'a fait toute sa vie Elisabeth Schmitt. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de cette femme qui a marqué l'Église réformée de France. C'est en 1935, à l'Université de Genève, qu'Elisabeth Schmitt reçoit son diplôme de théologie. Enfin, elle tient entre ses mains le fruit de son implication dans le travail depuis tant d'années. Cette jeune Parisienne, issue d'une famille agnostique et convertie au protestantisme à l'âge de 15 ans, a dans son cœur un vrai désir, celui de s'impliquer davantage dans son Église. Grande oratrice et ayant de solides connaissances théologiques et philosophiques, Elisabeth a tout pour être pasteur. Mais à cette époque, les femmes pasteurs, ça n'existe pas. Elle devient alors assistante dans une petite paroisse rurale dans les Cévennes. Au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, Elisabeth Schmitt s'implique dans une autre mission. Elle organise des distributions de vivres et partage sa foi dans un camp de réfugiés dans le sud de la France. Quelque temps plus tard, elle est affectée dans une paroisse de la ville de Sète. Elle se donne corps et âme au service de son Église et son implication touche tellement ses paroissiens que ce sont eux qui demandent sa consécration pastorale. En 1947, Elisabeth s'implique dans un autre combat, faire évoluer la place des femmes dans son Église. La voilà lors d'un synode face aux pasteurs. Elle démontre à ces hommes que rien dans l'enseignement du Christ n'exclut la femme. 2 ans plus tard, l'Église réformée permet la consécration d'une femme comme pasteur à titre exceptionnel. Et c'est le 20 octobre 1949 qu'Elisabeth Schmitt devient la première femme pasteur de l'Église réformée de France. Ainsi, par son implication et son courage, Elisabeth Schmitt a été une véritable pionnière. Grâce à elle, nombre de femmes sont devenues pasteurs et répandent la bonne nouvelle au monde encore aujourd'hui. Et elle ne s'appelle pas Elisabeth, mais elle est tout aussi engagée, c'est Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. La direction l'île de la Réunion, une île chère à votre cœur, n'est-ce pas? La direction donc Saint-Denis et Saint-Pierre à la rencontre de la communauté protestante. Alors, de qui et comment est composée cette communauté? Alors, ça représente seulement 1% de la population réunionnaise, la communauté protestante. Donc environ 500 personnes partagées entre l'Église luthéro-réformée et les évangéliques. Et parmi les fidèles, évidemment, les femmes sont nombreuses à participer à la vie de l'Église. Et qui sont justement ces femmes que nous avons eu l'honneur de rencontrer tout de même? Alors, nous avons rencontré Dany, regardez, elle est juste ici, et Anitra, qu'on voit ici sur la photo, elles font partie du conseil presbytéral de l'Église protestante réunionnaise. Et il y avait aussi Salomé, qui est juste là, et qui est, elle, prédicatrice laïque. Alors, elle prend notamment le relais des pasteurs quand ils sont absents. Elle s'implique
toutes les trois au quotidien pour organiser la vie de l'Église. Comme beaucoup de femmes, elles font partie de ces piliers de la communauté protestante. Quelle place occupent les femmes dans l'Église protestante réunionnaise? Comment s'impliquent-elles dans le culte et dans la société? Reportage d'Alexandre Timard. L'ordre du jour aujourd'hui était prévu un bilan de nos actions. Au temple protestant de Saint-Pierre se tient une réunion du GAP, le groupe d'animation paroissiale. Il fonctionne même en l'absence du pasteur grâce à une poignée de personnes investies dont la moitié sont des femmes. Anitra est présidente du conseil presbytéral. Elle s'implique dans la vie de l'Église depuis plusieurs années. Et voilà, il faut préparer les procurations parce que chaque paroissien a droit à une seule procuration donc, par rapport au vote. C'est une gouvernance collégiale de l'Église, mais en tant que présidente, tu organises, tu coordonnes, tu animes, tu es garant en fait aussi administrativement, financièrement et spirituellement. En fait, de la vie de l'Église. Le groupe d'animation paroissiale donc, de notre Église, en fait, c'est tout ce qui concerne la vie pratique de l'Église. En fait, c'est le conseil presbytéral décide et le GAP, en fait, met en œuvre aussi toutes les actions pratiques. Aujourd'hui, il s'agit justement de la préparation des activités profanes de l'Église. Le groupe doit réfléchir collégialement sur des questions de logistique. Dany, la vice-présidente du conseil presbytéral, veille au bon déroulement de la rencontre. La réunion d'aujourd'hui, je l'ai structurée et j'ai fait en sorte que l'ordre du jour soit suivi et qu'on puisse conclure sur des décisions constructives. Dany est retraitée, mais elle continue d'être active en tant que membre du conseil citoyen d'un quartier prioritaire de Saint-Pierre et dans les décisions de protection de l'environnement au conseil départemental de La Réunion. J'ai aussi des engagements dans la cité. Je peux témoigner de ce que je vois à l'extérieur pour en quelque sorte, inspirer l'action de mes co-religionnaires dans leur vie quotidienne. Et on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde et s'enfermer. Sur l'île de La Réunion, la communauté protestante représente moins d'1% de la population. Le pasteur Michael Schlick de l'Église protestante réformée est en poste depuis octobre 2022 à La Réunion. Avant lui, un couple de pasteurs en mission sur l'île assurait le culte dans les 2 temples. Caroline Cousigny a été la dernière femme pasteur à La Réunion. Pour le pasteur Schlick, la place des femmes dans l'Église protestante a pris de l'ampleur avec l'évolution sociale et culturelle. Ça fait des années que le CP, donc le conseil presbytéral, il est présidé par une femme. L'implication des femmes davantage dans l'Église ou dans son gouvernement, c'est dû au changement dans la société. Ce n'est pas un problème théologique. Le planning de l'année 2024 est déjà bien rempli. Les femmes participent pleinement à la vie de l'Église. Michael Schlick est le seul pasteur de l'île et lorsqu'il ne peut pas présider le culte, les prédicateurs laïcs, hommes ou femmes, prennent le relais. Dans le protestantisme, on forme des pasteurs, hommes et femmes, de la même manière. On ne fait pas la distinction entre hommes et femmes par rapport au ministère pastoral, non plus par rapport à ce qu'on appelle les prédicateurs, prédicatrices laïques, qui sont formés par le pasteur sur place. Ils se préparent pour ce ministère-là, pour remplacer le pasteur quand il faut, ou bien assurer d'autres événements dans la communauté quand il y en a plusieurs en même temps. Depuis 60 ans, en France, une femme peut être pasteur et investir toutes les fonctions de l'Église. À La Réunion, l'Église protestante compte aujourd'hui 9 prédicateurs laïcs, dont plus de la moitié sont des femmes, à l'image de Salomé. C'est Jésus, dans son amour, qui a pris l'initiative de les appeler. Or, un appel à... Depuis 15 ans, Salomé, 73 ans, préside régulièrement le culte. Dès son tout jeune âge, elle a voulu s'impliquer au service de l'Église par vocation. Je suis élevée dans l'Église protestante depuis mon enfance. Et ma mère m'a amenée toujours à l'église. Et c'est là que j'ai découvert l'amour de Dieu avec le Saint-Esprit. Et surtout, c'est un appel depuis mon enfance. C'était dans mon cœur. Et j'aime partager, j'aime donner. Et l'essentiel, c'est de partager la bonne parole, de dire l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu.
prédicateur laïque. La personne ne prêche pas seulement, il peut aussi participer aux œuvres de l'Église, animer une étude biblique par exemple, ou bien orienter les jeunes vers la bonne route. Il y a 10 ans, Salomé était aussi la secrétaire générale de l'association Dorcas. Créée en 1995 par Myriam Bosser, la femme du pasteur Charles Bosser, elle s'inspire de cette figure de la Bible qui aidait son prochain. L'association Dorcas était constituée principalement de femmes engagées dans des œuvres de bienfaisance, comme l'achat de fournitures scolaires pour cette école à l'île Maurice. L'association a cessé ses activités en 2013 avec le départ de Myriam Bosser. Depuis un an, une dizaine de femmes œuvrent justement à remettre sur pied l'association, dont Jocelyne, sa nouvelle vice-présidente. Il y a beaucoup à faire, aussi bien dans la société, donc l'aide aux démunis. Voilà, apporter donc du soutien, par exemple moral à une personne qui est en difficulté, une personne malade. Je pense que, en tant que chrétienne, vraiment notre rôle, c'est d'apporter ce que nous, on a aux autres. Pour Dany, Anitra ou encore Salomé et Jocelyne, leur implication au sein de l'Église et de la société s'est faite par vocation. Elles espèrent aujourd'hui montrer l'exemple au travers de leurs actions et insuffler aux plus jeunes ce goût des autres. Et on a entendu parler de l'association Dorcas, c'est le nom d'une femme qui est dans les Actes des Apôtres. Les femmes protestantes l'ont donc prise très naturellement comme modèle lorsqu'elles ont créé leur association. Et Aurélie, pour aller plus loin, direction Montpellier, nous allons rencontrer donc notre invitée du jour qui est pasteur Claudia Schulz. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors actuellement, vous êtes secrétaire générale de la CEVA, communauté de 35 églises dans 24 pays du monde. Pouvez-vous déjà nous expliquer quelles sont vos missions au sein de la CEVA, la communauté donc évangélique d'action apostolique? Bonjour tout d'abord. Merci beaucoup pour cette possibilité d'être avec vous. Alors, en tant que secrétaire générale de la CEVA, je mets en application les décisions qu'a pris l'Assemblée générale lors de sa réunion, en l'occurrence là en octobre en 2021, à Jacqueville en octobre. Ça, c'est le rôle de chaque secrétaire général dans une grande association. Et à côté de ça, bien sûr, je gère et j'anime mon équipe de permanents ici au secrétariat à Montpellier. Il y a une petite équipe de 6 personnes et 2 qui sont à l'étranger, une personne à Bangui, en Centrafrique, médecin, et notre secrétaire exécutif au pôle projet qui est à Lomé, au Togo. Y a-t-il des actions concrètes qui sont mises en place justement pour aider les femmes à s'impliquer ? Alors la CEVA a depuis très longtemps mis effectivement en avant l'importance des femmes. Elle a changé complètement ses statuts d'ailleurs en 2000 pour passer d'un système où c'était surtout des présidents d'église qui se réunissaient à une assemblée générale. Et chaque église, qu'elle soit petite ou grande, envoie 2 délégués dont l'un doit être une femme ou un jeune, et le mieux, c'est encore une jeune femme. Vous êtes pasteur, vous avez effectué des missions en Outre-mer, notamment sur l'île de la Réunion. Est-ce que vous avez pu observer que les femmes ultramarines s'engagent davantage que dans l'Hexagone, par exemple ? J'ai pu rencontrer Dany et Anitra, dont vous avez parlé dans votre reportage tout à l'heure. Je n'ai pas pu voir beaucoup plus de monde parce qu'il y avait un cyclone qui s'appelle Belal, qui m'a bloqué dans la maison de Anch pendant plusieurs jours. Et donc, c'est vrai que c'était malheureusement un petit peu limité. Mais j'ai vu que les femmes sont très, très engagées à l'île de la Réunion, les femmes qui sont dans cette église protestante. Et effectivement, j'ai aussi pu voir dans les échanges avec Ange qu'il y a eu des femmes pasteurs. Vous avez parlé de Caroline Cousinet, de Madame Bossert. Et il y a aussi déjà eu d'autres pasteurs qui étaient là avant, comme Odile Miquel en 1998 et la pasteur Véronique Weisbach en 2014. Et est-ce que justement ces femmes-là s'engagent plus que les femmes en métropole, par exemple ? Alors ça, j'oserais pas trop le dire parce qu'il est clair que quand une femme s'engage, peu importe où elle habite, elle s'engage beaucoup. Hein. Et oui, si les femmes s'arrêtent d'engager, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des femmes pasteurs. Vous êtes pasteur. En quelques mots, comment l'êtes-vous devenue ? Alors,
Je peux parler du côté de la vocation, dont il y avait la question aussi d'ailleurs dans cet reportage que vous avez passé à l'instant. Devenir pasteur était pour moi un vrai combat. D'abord, je voulais être tout simplement enseignante de français et des cours de religion, parce que je suis d'origine allemande et j'ai fait des études dans ce sens-là. Et j'avais très peur à l'idée de parler au nom de Dieu, d'annoncer l'évangile, de prêcher. Je voulais absolument pas être pasteur, je voulais être professeur simplement. Et quelles sont les qualités Et requises justement pour être pasteur? Vous les avez apprises, ces qualités? alors effectivement, à côté de la question de la vocation, parce que je dirais qu'un jour Dieu m'a attrapée et j'ai arrêté de résister, il y a effectivement les études universitaires. Bien sûr, j'ai un master en théologie, j'ai fait une grande partie de mes études en Allemagne et puis j'ai refait un deuxième master à l'université d'État français à Strasbourg. Et après, il y a la formation pratique dans une église. Donc pour moi, c'était l'EPCAL à l'époque, donc l'église luthérienne d'Alsace et Moselle. Et j'ai fait 2 années de formation pratique qu'on appelle un vicariat. Et après, j'ai été ordonnée pasteur. Donc il y a toute une longue formation universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos différentes missions, des femmes de la Bible vous inspirent? Alors, je dirais que j'ai un grand faible pour Marie-Madeleine. Parce que Pourquoi? c'est une femme qui était à la fois libre, c'était une femme qui a vécu des choses très difficiles, et c'est la première femme que Jésus a rencontrée quand il est ressuscité et à qui il a demandé d'annoncer l'évangile justement à ses disciples et aux hommes qui étaient terrés de peur quelque part dans leur maison. Donc cette femme-là m'inspire beaucoup. Vous êtes femme, vous êtes pasteur, vous êtes engagée, on parle de l'engagement des femmes, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas tous les baptisés qui sont appelés à s'engager? Bien sûr. Je pense que la première chose à faire, effectivement, c'est d'oser sortir des rôles auxquels parfois certains hommes souhaitent encore nous cantonner. C'est toujours un combat. Même dans notre société moderne, européenne, quand moi j'ai commencé à être pasteur, j'étais présentée à une paroisse où j'étais la première femme pasteur. Et à la sortie de la réunion, le conseil presbytéral a dit à mon responsable, mais on n'avait pas pensé à une femme. Voilà. Donc, il faut avoir des hommes qui sont à côté de nous et qui nous aident et qui protègent et qui permettent que les femmes puissent trouver la place. Ça, c'est une première chose. Il faut des hommes qui sont convaincus que les femmes ont le droit et la possibilité d'être là. Donc, vraiment, c'est une complémentarité. Et évidemment, il faut aussi que les femmes se regroupent, comme vous l'avez parlé de l'association Dorcas, là, tout à l'heure, ou d'autres associations où on voit que les femmes ensemble luttent pour qu'elles obtiennent la place qui est normale, naturelle et selon la volonté justement du Christ aussi. Merci beaucoup Claudia Schulz pour toutes vos explications. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et secrétaire général de la CEVA, Communauté évangélique d'action apostolique. Maintenant, ma chère Aurélie, nous partons de Montpellier pour aller où? Eh bien en Guadeloupe, à la rencontre d'une femme aussi qui sait s'impliquer dans les services de l'Église protestante. Tout à fait, Muriel. Alors cette femme, regardez, c'est Naomi. Elle est aumônière à la Cité scolaire de la Persévérance. C'est une école privée protestante. S'impliquer pour les autres s'est imposé comme une évidence pendant ses années d'études de théologie à Trinidad. Elle a d'abord été bénévole dans une prison, a créé des ateliers de théâtre pour les détenus. Elle est aujourd'hui employée par... justement, regardez la Fédération de l'Église adventiste de Guadeloupe. Voilà, on la voit avec ses collègues ici. Pardon, j'étais subjuguée par ce que vous me disiez. Y a-t-il beaucoup de femmes, justement, impliquées dans la communauté protestante de Guadeloupe? Tout à fait. Et Naomi a elle-même été formée par Eliane Gaveau, bien connue en Guadeloupe. Elle lui a d'ailleurs confié sa mission de l'aumônerie d'école. Beaucoup de femmes s'impliquent, guident les fidèles au quotidien. On en parlait tout à l'heure avec notre invitée. Elles sont aumônières, pasteurs, assistantes pastorales ou encore professeurs de Bible. Quel est le rôle d'un aumônier? Comment parvient-on au quotidien à s'impliquer dans l'évolution spirituelle de chacun? Reportage d'Andy Songo. Aïe, 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 c'est qui ça? Mais où es-tu? Oui, je suis pas là, mais est-ce que tu es là? Regarde là. J'ai travaillé tout d'abord avec des hommes, parce que puis un jour, on m'a emmené une petite jeune fille. J'ai découvert ses qualités, j'ai vu ses compétences, ses prises de parole, son engagement. Oui, j'ai vu que c'était quelqu'un qui
une personne sur laquelle je pouvais compter. Là, c'est celui qui fait de ma promotion. Ok, ce genre de quoi Il est à la mode. pasteur à Sainte-Lucie. Il est pasteur à Trinidad. Mon parcours scolaire, il est classique. Je termine un bac S, puis je pars à Trinidad pour une année de langue pour poursuivre après des études en biologie. Je pense que je voulais devenir laborantine. Et puis après, donc on va dire l'appel, hein, pour travailler pour le Seigneur en tant que missionnaire. Je me suis dit, bon, ben, si je suis appelée, autant faire quelque chose que j'aime. En général, quand on voit le pastorat, on voit quelque chose d'ennuyant, quelque chose de strict. Oui, pour les personnes âgées, en général, oui. Je pense que c'est ce qui est intéressant à l'aumônerie. Parce qu'au contraire, on rencontre tous les jours des jeunes. Leur quotidien, ça rappelle un peu l'enfance et les années où on était à l'école. Voilà. Bonjour les filles, vous êtes prêtes? On peut y aller? Ok, ben venez avec moi. Alors, installez-vous. Le rôle de l'aumônier dans une école, c'est d'accompagner, d'écouter dans le ici et le maintenant, tout en rappelant à chacun qu'il est important. C'est vraiment l'accueil bienveillant. En fait, du moins, c'est ce que nous essayons de faire. Hein. C'est quoi ton objectif pour le deuxième trimestre? Bon. Ok, bon, on va demander ça à Dieu. Nous sommes prêtes, les filles? Lise veut 15 de moyenne et sa camarade veut 16 de moyenne. Permettre qu'elle puisse combler les lacunes dans certaines matières. Que tu puisses également être avec les membres de leur famille et pouvoir à tous leurs besoins. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Le jour précédent ne va jamais ressembler au jour suivant. Est-ce qu'il y a un élève qui veut remercier Dieu pour quelque chose ce matin? Merci pour mes parents. Merci pour mes parents. Le résumé du forum d'aujourd'hui, c'était la vie, le grand don de Dieu, le grand cadeau de Dieu. Même en tant qu'adultes, nous oublions que nous avons des cadeaux qui sont plus simples, comme la vue, l'ouïe, donc les 5 sens. Et c'était l'objectif du forum d'aujourd'hui. Donc que les enfants puissent être conscients de cela. Allez, on frappe des mains. S'impliquer pour moi, c'est prendre part à la tâche qui est à notre portée. La tâche peut être expliquer, accompagner, prier, traduire ou partager la parole. Pour moi, c'est cela, s'impliquer dans l'Église. And to accomplish his mission. Ce soir, nous avons accueilli le pasteur John qui vient de Trinidad. La majorité sont des francophones et n'auraient pas pu comprendre son message. Donc, je me suis impliquée en traduisant pour eux. Vous avez un problème et vous avez besoin d'une réponse divine. Vous avez besoin d'une transformation, d'un changement dans votre vie. Pour pouvoir bien s'impliquer dans la tâche du Seigneur, c'est tout d'abord être à son écoute. Et il mettra les bonnes personnes sur notre chemin, les études également et des opportunités. Un barbin! Et voici l'heure de la chronique de la semaine avec vous, Aurélie. On part à la découverte de cette dame qui est Mère Marie-Madeleine Delacroix, qui a œuvré pendant la période de l'esclavage. C'est une pionnière, et je le disais en introduction, du vivre ensemble à La Réunion. Tout à fait. Alors cette dame, c'est Aimée Pignolet de Fresnes, c'est son nom de naissance. Elle est née en 1810 à Saint-André, c'est dans l'est de l'île de la Réunion, en pleine période de l'esclavage. Alors elle ne naît pas dans une famille abolitionniste, bien au contraire, ses parents possèdent eux-mêmes des esclaves et très tôt, la cruauté et l'injustice dont elle est témoin la révolte. Elle veut s'en émanciper et va aller vivre dans une case en paille auprès des plus démunis. Son implication ici va commencer par le soin apporté aux malades. Et comment va-t-elle concrétiser son engagement? Alors, elle le concrétise en 1848. On le sait, c'est l'année de l'abolition de l'esclavage. Elle crée la Congrégation des Filles de Marie avec une première œuvre, l'école de la Rivière des Pluies, un lieu dit à Saint-Denis où se retrouvent de nombreux affranchis. Elle va alors s'entourer de 12 novices. Parmi elles, il y a des femmes issues de familles de colons ou de propriétaires d'esclaves. Ça, c'est plutôt classique à l'époque. Mais il y a aussi des femmes noires affranchies. Elle va alors se battre pour que les Noirs aient les mêmes droits et la même considération
considération au sein de l'Église. C'est ce qu'on remarque le plus et qui bouscule la société réunionnaise de l'époque. Des filles noires et des filles blanches vivant sous le même toit, dans les mêmes conditions, c'est complètement révolutionnaire. Ouais, surtout à l'époque. Et comment va-t-elle faire évoluer cette cause? Alors, elle poursuit sa route en Afrique, à Zanzibar, où elle fonde une maison des filles de Marie dans un hôpital dirigé par un musulman en plus, ce qui lui a valu quelques remarques, c'est sûr. La congrégation des filles de Marie ne va cesser de s'agrandir. Aujourd'hui, elle compte plus de 300 sœurs dans 60 maisons réparties dans l'océan Indien et en Afrique. Elle œuvre dans des orphelinats, des prisons, des hôpitaux ou encore des écoles avec pour objectif d'aider les plus démunis. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on honore sa mémoire? Alors, on l'honore notamment dans le musée de la Vraie Fraternité à Saint-Denis, où on trouve notamment quelques-unes de ses 9000 lettres envoyées à Rome. Génial. Ouais, on retrace aussi son histoire, ses engagements et son implication dans le vivre ensemble. Et on va écouter la sœur Geneviève pour expliquer la dévotion des Réunionnais, notamment à travers une source d'eau considérée comme miraculeuse. C'était dans un reportage de Réunion la Première. Il fallait des hommes pour soulever la pierre et on avait un broc avec une longue corde et on puisait dedans, on tirait et on remplissait les bouteilles. Il y avait plein de bouteilles qu'on mettait en réserve. En résumé, Mère Marie-Madeleine de la Croix s'est impliquée très tôt dans la défense des esclaves et des plus démunis pendant une période où le vivre ensemble était loin d'être une réalité. Elle fait aujourd'hui l'objet d'un procès en béatification en étude au Vatican qui lui permettra peut-être de devenir la bienheureuse Mère Marie-Madeleine de la Croix, première femme béatifiée de l'océan Indien. Merci Aurélie. Et nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur les femmes dans le ministère chrétien grâce à ce livre, car toutes les branches du christianisme sont confrontées à la question du ministère des femmes dans l'Église. Les auteurs théologiens examinent donc les passages bibliques concernés par le ministère des femmes dans l'Église. Ils nous livrent ainsi leur vision sur la ou les missions des femmes. Et puis, cette fois-ci, l'émission en un seul mot du jour du Seigneur s'intéresse à cette femme, Anne-Marie Pelletier, dans un entretien qu'elle nous a accordé. Elle est agrégée en lettres modernes et en sciences des religions. Son sujet de prédilection, l'Église et le féminin. Elle entend redonner une place aux femmes dans l'Église, comme elle dit, mais pas sans les hommes. Un entretien passionnant à retrouver donc sur Internet. Et Anne-Marie Pelletier a également écrit 2 livres sur le sujet, l'Église au féminin et l'Église des femmes avec des hommes. Alors, et vous ? Comment vous impliquez-vous au quotidien dans vos territoires? Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Muriel, vous alors, est-ce qu'il y a une femme qui vous a particulièrement marqué? Alors moi, j'en ai pas une, mais 2. Ce sont mes 2 mamies, mes 2 grand-mères. Donc mamie Simone et mamie Angèle. En fait, elles étaient très croyantes et elles n'hésitaient pas à venir aider les autres. Elles donnaient vraiment ce qu'elles avaient et parfois même ce qu'elles n'avaient pas. Et ce que j'aimais particulièrement, c'est que l'on soit de la famille ou étrangers, si on venait chez elles, on était sûr de repartir avec un petit quelque chose à manger en plus. Et elles étaient généreuses et en fait, elles m'ont vraiment appris comment l'être à mon tour et comment réussir à donner sans attendre en retour. Ça, c'est un petit peu difficile, je vous ai dit. Et vous, Aurélie? Alors moi, je pense à Mamie Daniel. Alors Mamie Daniel, elle est exceptionnelle. Elle demande à tout le monde de l'appeler Mamie, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment, et moi y compris, ce que j'ai parfaitement entrepris. Elle a créé, il y a une quinzaine d'années, l'association la maison des associations des francs-moisins. Alors, ils font les papiers pour les gens sans papier, ils emmènent des familles chez des assistants sociaux, ils font aussi des distributions de repas. Et c'est vrai qu'elle n'est connue que de quelques personnes, mais quand on m'a parlé de cette émission, moi, c'est à elle que j'ai pensé. C'est vrai, Mamie Daniel, je le confirme. Tout de suite. Alors voilà, c'est une héroïne du quotidien, comme on dit. L'expression est un peu facile, mais bon, ça lui va à ravir. À ravir. Et je suis sûre que forcément, vous, près de chez vous, vous avez quelqu'un qui s'implique et qui vous inspire. Allez, un petit défi cette semaine. Et si vous lui disiez combien elle vous inspire à cette personne? Vous nous raconterez, je suis sûre, sur nos réseaux sociaux. En attendant, très belle semaine. Et à bientôt.